Eh mais, je peux vous dire que c'est pas passé loin cette fois, hein. Comment ça en retard? Mais non, je suis jamais en retard, enfin. J'aurais voulu vous y voir, moi, j'ai pris un caillou dans le nez, croyez-moi. Eh ben c'est pas agréable, hein. Quand un frondeur à la noix, là, heureusement, c'était pas un Romain, hein. Comment ça, pourquoi? Bien sûr que c'est mortel une fronde. Vous voyez que l'histoire de David et Goliath, c'est du flanc. Mais non, mais c'est pas une arme d'enfant. Enfin si, mais enfin bon. Commençons par le commencement. La fronde, c'est une des armes les plus basiques de l'humanité. Il s'agit en fait d'une poche reliée à deux lanières. Grâce à cette fronde, on peut envoyer des projectiles bien plus forts et bien plus loin qu'avec ses mains. Comme je le disais, c'est une arme basique, donc fatalement une de celles qui a été utilisée le plus longtemps dans l'histoire. La datation exacte de l'invention de cette arme est pourtant très incertaine, tout simplement parce que la fronde est faite dans des matériaux naturels qui vont pourrir et disparaître avec le temps. La plus vieille fronde retrouvée serait égyptienne, une de celles du fameux trésor de Toutankhamon, datée de 1325 avant l'ère chrétienne. En revanche, les projectiles sont bien plus faciles à repérer, parce qu'ils sont dans des matériaux durs et non périssables, comme la pierre ou le plomb. Les plus anciens projectiles datent du néolithique, soit approximativement 3000 avant notre ère. Mais il faut faire très attention à cette date parce qu'elle ne concerne que les projectiles retrouvés et dont nous sommes sûrs qu'il s'agit de balles de fronde à cause de leur forme très caractéristique en double ogive. Pour ce qu'on en sait, les hommes du Paléolithique, c'est-à-dire l'époque avant le Néolithique, auraient pu utiliser des frondes également, en récupérant simplement des cailloux pour les lancer. Mais nous n'avons pour le moment aucun moyen de l'affirmer avec certitude. C'est la beauté de la recherche historique. Parfois, il faut savoir reconnaître que l'on ne sait pas et faire des hypothèses prudentes en attendant de vraies découvertes archéologiques. Ceci étant dit, la fronde est une arme qui avait un usage civil bien connu. On la retrouve dans la mythologie celtique, mais également entre les mains du célèbre berger David, qui terrasse le guerrier géant Goliath dans la Bible, et également dans celle de certains bergers d'Asie de nos jours. Cela permet à ces bergers de repousser les prédateurs et protéger leurs troupeaux. C'est une arme utilisée également à la chasse, depuis au moins l'Égypte antique jusqu'en Malaisie actuelle. Une arme assez universelle donc, crainte par les oiseaux, les lapins et les écureuils du monde entier. Certaines sources historiques affirment même qu'il est possible pour de bons frondeurs de chasser du gros gibier avec. Mais comme toute arme, c'est surtout son côté militaire que l'on connaît le mieux, parce que les sources historiques sont souvent beaucoup plus nombreuses sur ce sujet. Le plus vieux champ de bataille à la fronde connu en Europe remonterait à 1600 avant l'ère chrétienne. Il s'agit d'une embuscade qui a eu lieu en Haute-Normandie, où près de 500 balles de fronde en crête dure ont été retrouvées, toujours avec cette fameuse forme en double ogive. La fronde est une arme très réputée au Moyen-Orient pendant les croisades et dans les armées de l'Antiquité, par sa simplicité de fabrication, sa légèreté et le fait que les projectiles soient finalement assez peu coûteux. En outre, elle présente de nombreux avantages tactiques pour tout bon général. Sur des troupes peu protégées, elle peut s'avérer mortelle. Une balle de fronde peut sans problème fracasser un crâne, et les frondeurs entraînés sont précis à plusieurs dizaines de mètres. De plus, la fronde, contrairement à l'arc ou à l'arbalète, n'est absolument pas sensible aux conditions météorologiques, c'est-à-dire que vous pouvez tirer sous la pluie sans aucun problème. Les auteurs latins nous enseignent également que la fronde est très pratique pour effectuer des tirs de saturation, c'est-à-dire saturer une zone de tir potentiellement mortelle. Imaginez-vous sur les remparts d'une forteresse, si vous risquez de prendre un caillou dans le museau à chaque instant, vous avez tendance à vous planquer. Mais pendant que vous vous planquez, vos adversaires peuvent approcher bien à l'abri pour poser des échelles et prendre d'assaut votre forteresse. Pendant la guerre des Gaules, au 1er siècle avant l'ère chrétienne, Jules César emploie des frondeurs des îles des Baléares très réputés. Ces îles sont des îles espagnoles dans la mer Méditerranée, dont les habitants pratiquent encore actuellement la fronde 2000 ans plus tard. Mais à l'époque de la guerre des Gaules, leur précision était si redoutable et leurs projectiles si mortels qu'ils étaient capables de percer les casques en fer des Gaulois. Ces derniers utilisaient aussi des frondes et César rapporte qu'un de ses officiers aurait eu la mâchoire défoncée après avoir pris un projectile de frondeur gaulois. Oui non, ça ne rigole pas. Reste que le principe de lancer est assez simple. On coince la corde entre ses mains, on fait tournoyer la fronde et à un moment on relâche une des deux extrémités, le projectile part. C'est enfantin, mais cela demande tout de même un peu d'entraînement. Oui, c'est vrai qu'expliquer comme ça, c'est pas facile à voir. Le mieux, c'est encore de vous montrer. Et comme on n'est pas là pour être ici, direction l'extérieur.
avant de se diriger vers l'extérieur, comme il faut bien des trucs à balancer, je vais faire quelques projectiles en terre pour ma petite démonstration. Pour ça, rien de plus simple, un peu d'argile qui se trouve encore assez bien dans le commerce. Je vais en faire des boudins, puis les découper de manière à peu près égale. Ça va me permettre d'avoir des projectiles de la même taille. Vous verrez que ça va m'aider à régler mon tir ensuite. Je vais évidemment faire des balles toutes simples, bien rondes, et puis ça me rappelle mes souvenirs d'enfance, c'est plutôt sympa. En roulant la terre dans ma main, j'obtiens une balle, rien de plus facile. Mais comme j'ai envie de varier les plaisirs, je vais aussi fabriquer des balles en forme de double ogive. On a vu que c'était très répandu dans l'histoire. Les premières n'étaient pas terribles, mais le coup de main vient vite. Enfin, et ça c'est parce que je suis joueur, je vais aussi mettre des inscriptions dessus avec les noms de mes modérateurs ou des copains de reconstitution, des blagues, bref, exactement comme ça se faisait dans l'histoire. Allez, c'est bien beau de jouer avec la terre, mais il est temps de passer aux choses sérieuses, direction le champ de tir. J'ai trouvé des reconstitutions de balles romaines en plomb au passage, ça devrait envoyer sec. Évidemment, j'ai beau en avoir fait un peu, on n'est pas frondeur du jour au lendemain, et les tirs sont plutôt moyens au début. J'arrive même à rater la cible en paille compressée, utilisée d'ordinaire pour le tir à l'arc, qui est quand même assez grande, il faut le dire. Les balles de plomb en revanche, bien plus lourdes, elles me plaisent beaucoup mieux. Les tirs s'affinent au point de ne plus rater la cible et même de réussir à planter les projectiles dedans. Regardez les impacts faits par un mauvais frondeur déjà, je vous laisse imaginer à quel point l'arme a pu être dévastatrice au combat. Incroyable, les balles de plomb, c'est un truc. Ah, c'est fou, elle s'est plantée quoi. Autre essai que j'avais envie de faire, tir sur un casque. Alors on va tout de suite donner les limites de l'expérience. Je le fais au lance-pierre parce que je suis pas assez précis à la fronde. Toutefois, on peut avoir des effets de choc assez similaires. Pour ce qui est du casque, je vais utiliser un casque reconstitué avec de l'acier moderne, donc pas comparable avec la matière des casques anciens, c'est juste histoire de voir ce que ça donne dans des conditions optimales pour le casque. Et comme vous le voyez, une simple balle ronde en terre arrive déjà à faire des chocs assez importants pour déformer le métal. Je vous laisse deviner encore une fois ce que ça pouvait donner avec un frondeur bien entraîné sur un casque avec un acier pas forcément de la même qualité. Nous l'avons vu, la fronde est donc une arme légère, bon marché, utilisable en toutes circonstances, mais surtout mortelle. Le principe de la fronde ne s'est pas arrêté là, puisqu'en fait beaucoup d'autres armes vont utiliser cette idée, notamment les machines de guerre comme le trébuchet. Et ça, nous en reparlerons.